l'appellation de champagne. Bonjour à toutes et à tous. Comme ma collègue de Cognac, je vais m'exprimer en français. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Je m'appelle Maxime Toubar. Je suis viticulteur en Champagne. Et donc je suis depuis 3 ans le président du syndicat général des vignerons de la Champagne, qui regroupe 16 000 viticulteurs. Je suis également très heureux d'être invité parmi vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour un champenois de venir présenter notre action, l'action du Champagne à travers le monde au quotidien pour se protéger, pour également présenter la Champagne. Alors, je pourrais passer la journée à vous parler de la Champagne, mais je pense que le temps est compté, et donc on va être efficace. Et donc, avec grand plaisir, je vais vous présenter notre action en termes de protection. Le comité Champagne, vous le savez, entretient des relations anciennes et étroites avec le conseil régulateur du tequila. Donc le comité Champagne, je l'ai dit, regroupe 16 000 viticulteurs, dont je fais partie, et 350 maisons de champagne. Il assure l'intérêt commun de ses membres et contribue par ses actions à la compétitivité et à l'équilibre de la filière, la régulation économique, mais également l'excellence technique et la défense et la valorisation du produit. La moitié des quelques 300 millions de bouteilles expédiées sont exportées de France, d'où l'importance primordiale d'un socle de protection internationale. Nous partageons cette conviction bien sûr avec le tequila, que je félicite pour avoir obtenu cette année votre reconnaissance comme indication géographique par la Commission européenne. Qu'est-ce que le champagne? Il n'est de champagne que de la Champagne. Tout champenois est biberonné avec ce slogan qui traduit notre sensibilité à fleur de peau quand il s'agit de défendre notre appellation viticole. Le champagne, vous le savez, est un vin effervescent. On peut aujourd'hui faire un tour du monde de l'effervescence, mais seul le vin effervescent produit dans la région Champagne, conformément au cahier des charges de l'AOP Champagne, peut s'appeler Champagne. Compte tenu de sa notoriété, le nom Champagne est convoité et usurpé partout dans le monde. Or, on peut renouveler une marque, la faire évoluer, voire en changer. On ne peut pas changer le nom de l'appellation. Il faut donc le protéger comme la prunelle de ses yeux, d'autant que les coteaux, maisons et caves de Champagne sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette valeur immatérielle, le fait que le champagne soit devenu le symbole universel de la célébration, constitue un actif immatériel au prix incalculable. Comme toutes les appellations d'origine, par définition, le champagne, c'est un terroir unique, où est produit un vin unique et dont la qualité et les caractéristiques dérivent du climat, du sol, de l'expérience et du savoir-faire des hommes et des femmes de Champagne. Cette complexité géographique et humaine rend le Champagne parfaitement singulier, reconnaissable par tous. J'espère. Le laboratoire œnologique du comité Champagne entretient d'ailleurs une base de données pluriannuelle qui permet à 95% de discriminer entre un vin de Champagne et un effervescent provenant d'ailleurs. Cette base peut être utilisée comme élément de preuve par les juges. La protection de l'appellation Champagne est définie par des textes français et étrangers. En France, la Champagne a fait partie des toutes premières appellations reconnues et délimitées. C'est en 2010 qu'un document a rassemblé dans un texte unique l'ensemble des spécificités de la production de champagne, et l'Europe, par son organisation commune du marché, nous prémunit contre toute exploitation commerciale, toute usurpation, toute limitation ou évocation de la réputation de l'appellation. Depuis 2013, un état de droit qui s'étend sur un marché de 500 millions de consommateurs et qui fait de plus en plus office, en tout cas, pour les vins et spiritueux, le standard international
fondamentale pour assurer la différenciation propre au grand vin. La protection juridique du champagne remonte au XIXe siècle. Les champenois s'y sont inlassablement employés. Dès 1843 en France, puis au Royaume-Uni, 1960, et en Nouvelle-Zélande, en 1991. La jurisprudence champagne est abondante et convergente, un peu partout dans le monde. Notez en passant que la Common Law britannique protège suffisamment le champagne pour que nous ne craignons pas que le Brexit la remette en cause, quel que soit le scénario. Aujourd'hui, la Champagne est sans doute, avec Cognac, une des appellations les plus universellement connues dans le monde. Comme vous le constatez sur cette carte, il reste encore quelques zones en Afrique ou dans le monde musulman, mais surtout 3 grandes zones où notre combat se poursuit patiemment. L'Argentine, et c'est plus théorique que réel, la Russie, dont les opérateurs continuent de produire du champagne scoillé, et les États-Unis, malgré l'accord vin de 2006, qui ne nous apporte une protection que pour l'avenir, tout en scellant une tolérance pour les industriels du vin américain qui peuvent continuer de produire un effervescent en l'appelant champagne. Nous avons bon espoir qu'à terme, les élaborateurs comprendront que la copie ne peut jamais arriver à la cheville de l'original et qu'il est sans doute plus pertinent de construire sa valeur sur la base de son propre mérite. Les États-Unis se trouvent de fait de plus en plus isolés et quelques groupes résistent encore. La totalité des producteurs de Napa a renoncé à cette mention sur leurs étiquettes depuis 2014. Et quand ils veulent exporter, y compris au Canada et au Mexique, en vertu des accords qui lient nos États, ils doivent changer leurs étiquettes. Grâce aux actions conduites au comité, des campagnes de communication comme celle de cette diapositive ou des actions d'éducation, le consommateur américain discerne de plus en plus notre singularité. Dans le cadre des négociations transatlantiques, la question des semi-génériques était en pointillé sur la table, jusqu'à ce que les négociations soient interrompues, vous le savez. Nous restons bien sûr à l'affût d'une opportunité pour faire admettre nos intérêts, mais notre stratégie consiste surtout à nous appuyer sur les excellentes relations que nous entretenons dans le cadre de la Wine Origin Alliance, qui fédère les grands vignobles européens et américains. Je salue d'ailleurs nos amis de Jerez. Nos valeurs et nos intérêts communs vont bien au-delà des différences d'approche qui peuvent exister selon les systèmes juridiques en place. Ce qui est sûr, c'est que si on s'arrête à ces divisions, nous risquons, Américains comme Européens, de nous voir dicter d'autres normes, alors qu'un climat de compréhension mutuelle nous aidera à bâtir, j'en suis certain, un monde de vin à notre image. L'exemple de notre action sur Internet, où nous avons réservé des noms de domaines relatifs à nos appellations, en accord avec le propriétaire de l'extension .vin.wine, est une illustration de cette union qui fait la force. Quel est le fondement de notre stratégie? Comme je l'ai indiqué, notre nom est juste inaliénable. Et sa valeur, celle à laquelle nous sommes inexorablement liés, dépend du lien exclusif entre le nom et le produit. Le contre-exemple est Mont Blanc. Est-ce une montagne, un stylo, une crème dessert? Pour construire cette exclusivité, nous avons adopté patiemment, sur une durée longue, une stratégie des petits pas, de conviction et de négociation. Nous avons à cœur d'explorer les frontières au niveau de la protection atteinte et de créer de la jurisprudence pour faire progresser cet état de droit du vin que nous appelons de nos vœux. Nos travaux englobent 4 axes principaux. La lutte contre les contrefaçons, la préservation de notre réputation, la lutte contre les usurpations légalisées et l'amélioration constante du niveau de production et de protection. Voici les exemples de lutte contre la contrefaçon tirés de notre petit musée des horreurs. La coopération des douanes et de la police est essentielle, ainsi que notre capacité à produire des preuves. Depuis longtemps,
En dehors de la classe spécifique des vins, nous tentons avec succès de juguler les tentations. Les cigarettes, les parfums, les débits de boissons et plus récemment, l'encadrement de l'utilisation du champagne comme ingrédient. La Cour de justice européenne s'est prononcée sur ce point. Et contrairement à ce que certains médias ont communiqué, a posé un cadre clair et protecteur quant à l'usage d'un nom revendiqué parce qu'il est un ingrédient. Je ne doute pas d'ailleurs que Tequila ait pris connaissance de cette jurisprudence européenne qui aidera aussi votre appellation à faire valoir ses droits. L'appellation champagne est désormais protégée d'une manière ou d'une autre dans 117 pays. Ici, il y a quelques semaines, au Laos, dernier pays en date, soit via l'instrument spécifique de l'indication géographique, soit par d'autres moyens de protection du consommateur. Le champagne est parfaitement et efficacement protégé en Chine, par exemple. Les accords de libre-échange négociés par l'Union européenne ont constitué des instruments utiles. L'accord avec le Japon ne fait pas exception, même si le fait que le champagne est systématiquement inclus dans les menus impériaux doit conférer très tôt une protection légale liée à une notoriété spécifique. Dans ce contexte actuel, il sera sans doute utile que la Commission européenne réexamine sa stratégie pour tenir compte de l'état des institutions multilatérales et des perspectives bilatérales qui s'offrent à elle. Voici d'autres exemples d'enjeux sur lesquels le travail se poursuit en coopération avec les autorités douanières européennes à la frontière du monde russe. De nouveaux enjeux apparaissent. Nous ouvrons sans cesse de nouveaux chapitres. Ça vous fait rire. Au-delà, le comité Champagne gère plus de 2000 cas en lien avec un vaste réseau de juristes et d'avocats. La question d'Internet constitue un enjeu important, que ce soit le commerce électronique, le nombre des domaines ou les usages les plus improbables. Gogobar en Thaïlande. Alors je ne suis pas allé vérifier, mais bon, je fais confiance. Pour cela, il nous faut des moyens, mais il s'agit d'un enjeu où personne n'hésite, une cause de patriotisme champenois. Le comité dispose d'une équipe de 5 juristes et s'appuie sur un réseau de 9 bureaux dans le monde. Nous mobilisons en tant que de besoin un réseau de plus de 70 avocats. Au total, cet effort correspond à 2 millions d'euros de dépenses par an, soit 10% du budget de notre comité Champagne. La règle est la tolérance zéro. Nous estimons qu'il est vain de développer une appellation qui ne dispose pas, avec ou sans le soutien de l'État, des moyens juridiques pour se protéger. Les risques de dilution sont permanents. Bien sûr, la prévention compte encore, sinon plus que la défense. L'éducation de l'ensemble des parties prenantes est fondamentale. Nous pouvons d'ailleurs compter sur l'engagement assidu de toute la diaspora champenoise. Très efficace pour détecter les abus. Beaucoup des contrefaçons sont issues des voyages que les vignerons peuvent faire dans les pays et au gré de leur promenade, rencontrent des produits, les achètent, les ramènent dans la valise et viennent au comité Champagne pour ramener et fournir au musée des horreurs l'ensemble des produits contrefaits. Nous avons également des outils, je vous l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire d'analyse et un site internet, des publications et des actions de formation qui nous permettent de quadriller le terrain. Merci beaucoup de votre attention et également je vous invite à venir par vous-même vous rendre compte en Champagne l'ensemble de nos actions du comité Champagne. Merci à toutes et à tous. Merci.